Bienvenue à vous sur cette nouvelle conférence. Je vous rappelle que je m'appelle Véronique Cohn, je suis psychologue psychothérapeute à Castelnau, le Lez, et je donne un cycle de conférences depuis un an et demi sur le couple, la relation amoureuse. Et donc à ce titre-là, je viens une fois par mois à la Gazette Café animer une conférence sur un thème à chaque fois différent relatif au couple. J'anime aussi des stages, des ateliers. Je suis en création, mais je vous le redirai, sur des stages sur la relation amoureuse, puisque je vais sortir un livre là inhérent au profil amoureux à la fin pour Noël. Voilà. Et donc tout ça m'amène à réfléchir avec vous sur des thèmes orientés sur le couple. Et ce soir, une question majeure, cruciale, je dirais, qui nous concerne pratiquement tous, puisque qui n'est pas passé par un couple au quotidien? Ça arrive, mais c'est rare. La plupart d'entre nous passe un moment de sa vie sur un quotidien en couple. Et donc, de cette expérience, vous en tirez des leçons, un cadeau, ou au contraire des formes d'inconvénients qui vous font dire que le couple au quotidien c'est difficile, ou au contraire le couple au quotidien c'est génial. Donc ce qu'on va faire ici durant cette conférence, c'est d'examiner ensemble un couple au quotidien, quels en sont les avantages, quelles en sont les difficultés, et puis je dirais comment inventer, créer son propre couple au quotidien. Est-ce qu'il faut vraiment créer un couple au quotidien? Est-ce que c'est est-ce que c'est imparable? Est-ce qu'au contraire vous serez plus à l'aise dans un couple à distance, ou en tout cas un autre mode privilégié de couple? Il n'y a pas que le couple au quotidien qui est la panacée. Donc ça peut être intéressant aussi de vous interroger individuellement sur la forme que prend la relation amoureuse, la forme idéale pour vous d'une relation amoureuse. Est-ce que c'est déjà dans un couple? Si oui, est-ce que c'est sous une modalité de quotidien? Et puis je vais définir aussi c'est quoi un quotidien en couple, ou d'autres modalités comme des couples à distance qui sont plutôt à la mode aujourd'hui. On voit beaucoup de couples de personnes divorcées qui s'organisent autour de relations à distance, c'est-à-dire chacun chez soi et entre guillemets Dieu pour tous. Donc c'est aussi, on voit apparaître selon les époques des modes différentes. Je pense aussi que la femme, après mai 68, qui s'est retrouvée sur le marché du travail, qui est beaucoup plus libre financièrement et libre même au niveau moral, cette liberté du féminin permet aussi beaucoup plus d'agencer des vies familiales, amoureuses, sentimentales, pas forcément dans un couple au quotidien. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on passe d'une époque de nos grands-mères où vraiment il était courant, la plupart vraiment vivaient des couples au quotidien, et des familles vraiment qui ne se dispersaient pas. C'était très rare de divorcer, c'était plus rare que maintenant, c'était compliqué, la famille ne devait pas se scinder, et alors que maintenant c'est plus du tout de rigueur. On voit beaucoup de personnes qui divorcent, qui vivent séparément, et qui presque s'offrent un luxe de vivre à deux endroits, dans deux maisons différentes, pour justement éviter ce quotidien du couple qui apparaît et qui est connoté plutôt négativement à notre époque. C'est vrai que rien que le titre, je me rappelle que quand je l'ai écrit, j'avais écrit un article là-dessus, et de ce qui m'a frappé, c'est que rien que quand j'ai écrit le titre sur le papier, je me suis dit, oulala, pour le grand public, le thème du couple au quotidien est plutôt connoté négativement, en général, pour beaucoup, du genre, oh là là, le couple au quotidien, c'est plutôt les difficultés, les obstacles, l'ennui, la désillusion, la routine, les habitudes, l'usure du désir, quelque chose d'un peu conventionnel comme ça, qui fait tomber le mythe romantique de l'amour,
et qui génère plutôt aujourd'hui une désillusion, surtout qu'on vit dans une époque plutôt qu'on appelle la génération Y, où on consomme, les plus jeunes d'entre nous ont tendance à consommer beaucoup plus et beaucoup plus rapidement tout et n'importe quoi, y compris des objets d'amour. Et donc il est plus facile, il est presque plus convenable aujourd'hui pour des raisons d'épanouissement personnel, puisqu'on est dans une époque aussi où est privilégié l'individu et l'épanouissement, à la limite de faire un couple, une expérience de couple au quotidien, puis oh là là, bof, avec ce partenaire c'est pas terrible, j'étais partie dans une illusion d'optique, je m'imaginais que ça allait être formidable, et puis je suis déçue, désillusionnée. Donc repartons dans un nouveau couple, une nouvelle histoire d'amour avec une nouvelle personne, reformons un nouveau couple au quotidien, et puis poum, ça s'écroule, etc., etc. Il y aurait presque une tendance pour son bien-être personnel, à consommer, à prendre, à jeter et à refaire des couples comme ça, et à répéter des patterns et des schémas de couple au quotidien qui sont fabriqués sur le mode, je dirais, de l'illusion et de la désillusion, autour aussi du mythe romantique, avec peut-être beaucoup d'attentes à la clé sur cette idée de faire un couple, et notamment au quotidien, dans une vraie cellule familiale. Alors, déjà, définir le quotidien, c'est quoi qu'on entend par faire un quotidien avec quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas de définition sur le dictionnaire, mais de mon point de vue, c'est l'idée de partager un espace de vie privée, vie affective, vie sentimentale, vie amoureuse, autour d'un partage de tâches, d'intendance, d'éducation des enfants, d'une famille, partager aussi des besoins de fusionner, d'être ensemble, une forme de complicité. En fait, c'est un espace de vie qu'on dirait entre guillemets ordinaire, de tous les jours, et qui se répète tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, vous voyez la même personne, vous passez du temps avec elle, et ça se répète le matin, le soir. Vous partagez des repas, les repas du matin, pas tout le temps, mais des repas du soir. Vous partagez des loisirs ensemble, voilà. Donc il y a quelque chose qui se répète et qui est journalier, je dirais, dans un quotidien. Même s'il n'est pas... parce qu'il y a des quotidiens qui sont des quotidiens vraiment où les personnes perdurent ensemble toute l'année et tout le temps. Et puis il y a des quotidiens, comme moi par exemple, qui forment un quotidien avec Yves-Marie qui est là d'ailleurs, qui est un quotidien à distance, où on se retrouve, je ne sais pas, 15 jours ou une semaine par mois, etc., parce qu'on est à distance. Mais c'est quand même des quotidiens. Pendant une semaine, on est en quotidien. Même si ce n'est pas un quotidien toute l'année, ça reste quand même des quotidiens. Donc ce sont des périodes de vie où vous partagez le même espace de vie privée, sous le même toit, et que vous pouvez comme ça investir et explorer qu'est-ce que ça fait de se partager presque tout ensemble. Et la question qui va se poser justement pour que le quotidien du couple soit vraiment favorable et extraordinaire, je dirais, et pas ordinaire, c'est ce qu'on va examiner ensemble, c'est quels sont les critères qui vont faire en sorte que votre quotidien va se passer le mieux possible, plutôt que de se profiler sous la forme du désenchantement, pour s'écrouler et puis passer à quelque chose d'autre, ou ne plus jamais vouloir expérimenter une vie ensemble. Voilà. Il y a quelque chose aussi pour moi sur cette définition-là qui est de l'ordre de si je suis capable de mener un quotidien dans un couple, et je dis toujours, pour moi, le couple, le chantier du couple, c'est le chantier le plus difficile souvent dans la vie. Parce que ça réactive toutes les blessures. Je parle de chantier, vraiment, comme si on partait à la mine, là, parce que ça nécessite beaucoup de critères pour que ça soit agréable et favorable, et qu'on ait vraiment suffisamment d'énergie positive pour pouvoir le conduire et continuer. Voilà. Et c'est pas gagné d'avance, cette histoire-là. C'est vraiment pour moi un chantier, ce couple, et encore plus le couple au quotidien, qui nécessite d'être très vigilant sur pas mal de critères pour pas que ça s'effondre. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Quels sont les critères à observer et à mettre vraiment son attention dessus pour que ça se passe le plus favorablement possible pour vous, si vous exploitez un jour le couple au quotidien, plutôt que de faire des relations comme ça, je dirais pas évitantes, mais
plutôt, j'y vais pas vraiment, quoi. Hein. Le couple au quotidien, c'est vraiment, j'y vais totalement. Allez, je mets les 2 pieds dedans, l'autre aussi, et on voit ce que ça fait. Voilà. Donc, vraiment, il y a presque un risque, entre guillemets, mesuré, mais il y a l'idée d'y aller totalement, quand même. Hein. Après, on voit ce que ça fait. Donc, voilà. Donc, ça serait mieux d'examiner ensemble tous les critères qui pourraient augmenter les chances de réussite d'un couple au quotidien. Alors, je m'étais interrogée avant de voir les critères à examiner pour que ça réussisse le mieux possible, mais au fond, pourquoi les individus se mettent en couple au quotidien? Pourquoi ils se mettent en couple d'abord? Pourquoi ils veulent absolument, la plupart, fonder une famille, vivre ensemble, sous le même toit, faire des enfants, enfin, c'est quoi ce BINS, entre guillemets, hein? Toujours les questions de fond, hein, on s'interroge, mais au fond, pourquoi? Donc, bon, après, vous avez peut-être vos idées personnelles, mais pour moi, il y avait cette idée aussi de survie de l'espèce. Hein, donc, on se met ensemble à la tranche des 25-35. Hein, ils se mettent souvent ensemble au quotidien pour déjà former une famille et reproduire l'espace, faire des enfants. Hein, donc ça peut être un des critères qui motive le fait de vouloir former un couple dans un quotidien. Il peut y avoir cette notion de fabriquer une famille. Et certains ou certaines sont très attachés à l'idée, hein, le concept, je veux former une famille. Si je ne forme pas une famille, et pour les enfants, c'est mieux de vivre au quotidien, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour eux de ne pas avoir cette cellule familiale sous le même toit. Donc certains se disent, mais si je ne forme pas de famille, je rate ma vie. Hein, et notamment passé un certain âge, moi je vois beaucoup de femmes qui arrivent au cabinet qui me disent oh là là, mon Dieu, je sais pas, j'approche de la quarantaine, j'ai pas encore fait d'enfant, j'ai pas trouvé d'homme pour ça, j'ai raté. Enfin, elles voient comme des échecs successifs leurs relations amoureuses. Elles se disent mon Dieu, j'ai rien fait de ma vie, j'ai pas formé de famille, j'arrive pas à faire un couple au quotidien, bref. Bon, et elles sont désespérées avec ça. Et moi, je suis toujours en train de les questionner, mais bon, au fond, est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai cette affaire? Est-ce que c'est sûr qu'il faut absolument former un couple au quotidien, faire une famille pour être heureux? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la norme sociale, hein. Indépendamment de l'aspect biologique de la survie de l'espèce, il y a quelque chose de très normé sur l'idée de former un quotidien avec un homme ou une femme et de rester longtemps dans ces modalités-là. Comme si c'était le succès assuré, voilà, et que forcément il y aura du plus à gagner, il y aura une valeur ajoutée. Alors c'est pas sûr ça dépend pour qui. Hein. Donc cette histoire de normes sociales, elle est toujours interrogée. De quel endroit ça part de moi si je décide, si j'ai envie de former un couple au quotidien? Est-ce que ça part d'un endroit qui est lié à mon concept de la famille, comme quoi je me dois de former une famille parce que tout le monde le fait et que, voilà, comme tout le monde, comme mes parents, comme mes grands-parents, comme, je sais pas, toute la société, je dois former une famille? Bon, est-ce que justement c'est par rapport à cette norme sociale que je rentre dans cette configuration? Est-ce que ça part d'un endroit d'évitement de la solitude, hein, parce que pour certaines personnes, il y a une telle panique dans la solitude dite détresse qu'elles vont fuir cette solitude pour se mettre en couple et aviser de plus de sécurité dans un couple au quotidien en plus. Comme si le couple au quotidien permet de ne pas sentir ce vide, cette détresse de la solitude. Et donc là, ça va partir d'un endroit, hein, de je m'agrippe à l'idée d'un couple au quotidien pour ne pas sentir ce vide, pour ne pas sentir cette détresse. Je gère mal ma solitude, donc vite un homme ou vite une femme pour me remplir et pour faire en sorte que ça soit stable dans ma vie. Donc là, c'est mal parti. Hein. Quand ça part d'endroits comme ça, il vaut mieux visiter ces endroits-là, et puis faire autrement, parce que souvent, il va y avoir des désillusions à la clé. Donc regardez bien, si jamais vous êtes là, dans peu de temps, amené à voir, si vous êtes vraiment dans l'idée ou l'élan de former un couple au quotidien dans pas longtemps, là, et de quel endroit ça part? Voilà. Et si vous êtes dans « j'ai pas du tout envie de former un couple au quotidien », de quel endroit ça part? Ça peut être aussi, pour certains,
le goût de la fusion, la quête de l'absolu. Je veux former un quotidien parce que j'ai rencontré cet homme ou cette femme, c'est merveilleux, vous savez au début, c'est merveilleux. Donc c'est merveilleux, il est extraordinaire, elle est extraordinaire, je rêverais de passer tout mon temps avec, je ne passe jamais assez de temps avec, même quand je ne suis pas avec, j'aimerais être tout le temps avec, donc c'est vraiment le goût de la fusion. Et à partir de cet endroit-là, il y a le rêve, se dire oh, si je passais tout mon temps, si je partageais tout avec lui, ça serait tellement formidable, je serais tellement heureux, heureuse, voilà, tout faire ensemble, tout partager tout le temps, on est tellement similaires, on a tellement de choses à voir, à partager en commun. Voilà. Il y a cet enthousiasme du début qui fait que souvent les personnes, ça peut aussi être ça, j'ai ma quête de l'absolu, je vais rencontrer mon prince charmant, ma femme idéale, bon j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences, mais ce goût de la fusion et du parfait, hein, on va former le couple parfait, idyllique, peut amener les personnes à avoir envie de former un couple au quotidien, voilà, pour se voir tout le temps, le plus de temps possible. Alors, là non plus, hein, c'est pas très, à mon avis, entre guillemets, mature, parce que ça risque de s'écrouler assez vite, puisque le terrain du couple au quotidien va être aussi il va y avoir tellement de proximité que ça peut être le lieu du désenchantement le plus total. Parce que de voir tout le temps la personne tous les jours, ça fait quoi? Ça fait qu'il va y avoir une forme de réalité par rapport au rêve. Donc on va descendre dans le réel. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la rencontre de son amoureux, de son amoureuse, quoi, hein, la rencontre de la personne idéale, elle se vit souvent au niveau pour moi c'est au niveau du principe divin, c'est-à-dire c'est comme si, voilà, il y a l'âme sœur, on quête la complétude, on quête l'âme sœur, donc il y a quelque chose presque qui nous dépasse, quoi, qui est transcendant, hein, qui vient descendre dans l'incarnation, hein, qui génère la rencontre, l'union, hein, sacrée comme ça. Et puis, le fait de vivre au quotidien, ça va vous faire effectivement rentrer ça dans la matière, c'est-à-dire qu'on va descendre dans l'incarnation, faire vivre ce rêve du couple idéal dans la matière, mais ça va aussi vous faire rencontrer le réel. C'est-à-dire tous les jours, et l'ordinaire, nous allons vivre une réalité du couple. Donc, ok, on fait descendre du divin dans la matière, mais en termes d'organisation, ben, tous les jours, je vais quand même avoir affaire à cette personne. Et tous les jours, du matin au soir, même si je vais travailler et qu'il y a des temps de séparation, ben, je vais voir ses vrais visages. Hein, pas seulement les visages idylliques, rêvés, fantasmatiques. Donc à partir de là, vous savez, il va y avoir, le réel nous rattrape toujours. Hein, on appelle ça les chocs au réel. Donc il va falloir absorber la réalité telle qu'elle est et la réalité de l'autre tel qu'il est. Donc toute la question du couple au quotidien, ça va être, est-ce que je peux prendre l'autre à l'endroit où il est, au lieu de fermer mon cœur quand je vais être déçue par rapport à l'idéal que j'avais formé au début, ou est-ce que je vais me fermer mon cœur, être tellement blessée, heurtée, que je vais le fermer à jamais et je vais lui faire payer par des coups bas. Voilà, donc ça va être la grande difficulté du couple au quotidien sur le long terme, parce que qui dit couple au quotidien dit durée, hein, et répétition des patterns, parce que tous les jours on va partager pas mal de choses ensemble. C'est beaucoup plus facile à la limite de jouer ce que Jung appelait le puer aeternus, hein, c'est-à-dire le côté adolescent non fini, hein, Peter Pan, c'est-à-dire de jouer le couple au non quotidien, c'est-à-dire on se voit un peu, mais que pour le bon, et on ne veut pas du quotidien parce qu'on veut échapper et justement fuir le réel, parce que le réel c'est compliqué, hein, l'autre il est vraiment en face tout le temps, donc il va y avoir des compromis, tout ça, j'en reparlerai. Mais c'est plus facile à la limite de ne pas faire de couple quotidien, pour jouer le côté un peu ado, comme ça je prends que le bon et je ne prends pas le mauvais. Voilà, comme ça je suis tranquille, je ne me prends pas la tête avec le mauvais. Et vous remarquerez, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de couples divorcés sont tellement déçus qu'ils n'ont pas envie de reformer de quotidien. Ils se disent, oh là là, c'est la galère ça. Je préfère prendre que le bon du couple, donc de voir mon partenaire sur des espaces comme ça, temps à autre, pour partager ce qu'il y a de bon à prendre, et puis le reste, ma foi, voilà. Et pourquoi pas, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est négatif, c'est juste que le couple au quotidien, c'est quand même un vrai défi à relever, si on veut vraiment l'enchanter, quoi, le cultiver. Voilà.
J'avais fait aussi le rapprochement avec l'éthologie, avec les animaux. Vous savez que les animaux ne font pas de couple, ou très peu. Il n'y a que 13 espèces animales qui se profilent sous une forme de fidélité pour créer des couples au quotidien. Les autres ne le font pas. C'est peu, 13 espèces, hein, parmi l'ensemble des espèces animales. Les autres ne forment pas de couple au quotidien très longtemps. La plupart des animaux vont s'unir pour copuler. Ensuite, le temps de la procréation, certains mâles vont rester auprès de la femelle. Et encore, ce n'est pas la majorité. Parce que la majorité des mâles, une fois qu'ils ont fini de procréer, ils vont laisser la femelle engrosser pour couver ce qu'elle a à couver et pour engendrer toute seule, si et seulement si l'espèce n'est pas en menace, en danger. Voilà, si pour la femelle elle est en danger, très souvent, et pas toujours, le mâle va rester avec elle le temps qu'elle accouche et qu'elle mette à bas ses petits, etc. Bon. Parce que le mâle est intéressé pour disséminer le plus possible son sperme, un peu partout. C'est pour ça qu'il ne reste pas très longtemps avec la femelle. Il y a quelques espèces comme ça où le couple va se former et va rester un peu plus longtemps, même après que la femelle est engendrée. Va rester peut-être 1 année ou 2 ans, mais c'est très rare ceux qui restent très longtemps en couple comme ça, pour protéger la femelle, pour vivre une vie de famille comme nous on fait. Voilà. Donc c'est intéressant, donc on se distingue beaucoup des animaux là-dessus. Et d'ailleurs, vous pouvez vous interroger là-dessus. Comment se fait-il que nous, on ait mis de tout temps l'intérêt sur le fait de faire des couples longue durée, et notamment des couples au quotidien. Et il y a probablement quelque chose à voir avec le fait que le petit de l'homme est tardivement indépendant, autonome, et que du coup, on a plus besoin de scinder une famille pour que le petit soit protégé plus longtemps, alors que les animaux sont plus autonomes, les petits animaux bébés sont plus autonomes rapidement. Voilà. Alors, je voudrais maintenant continuer à voir avec vous, à visiter les avantages et les inconvénients du couple en quotidien. Donc, pour moi, il y a certainement, je ne sais pas exhaustif, un des avantages, ça peut être le soutien. On se soutient, on est là, en tout cas c'est souvent l'idée et l'intention des partenaires. On va se mettre ensemble pour se soutenir l'un l'autre. Voilà. Et un quotidien, c'est plus facilitant, on se voit tout le temps, s'il y a un problème, je suis là, je peux t'aider, porter les courses, à faire quelque chose pour toi. Donc ça peut être effectivement un avantage non nul. Voilà, la personne, elle est là à côté de vous, donc vous êtes malade, elle est là, vous avez besoin d'un petit coup de main, elle est là, sauf si vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas soutenant. Mais en général, il y a écrit dans le contrat de mariage, on va se soutenir l'un l'autre. Donc, bon, voilà, l'idéal étant d'avoir affaire à quelqu'un qui vous soutient, et c'est vrai que ça donne une forme d'appui extérieur, c'est-à-dire je crois que je vais trouver à l'extérieur quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Et ça peut être aussi un des motifs de faire un couple au quotidien. Je pense que je pourrais m'appuyer. Les dépendants affectifs vont vivre ça comme ça. Ils vont se dire, si je suis plus souvent avec cette personne, je crois que je vais m'appuyer dessus. Et c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Très souvent c'est l'inverse qui se passe, mais il y a une croyance que c'est mieux quand l'autre est tout le temps là parce que c'est plus sûr. Et très souvent ces dépendants affectifs tombent pile poil sur des partenaires qui sont pas très soutenants, et donc ils vérifient qu'ils peuvent pas faire confiance, ils peuvent pas être soutenus. Voilà, donc c'est le truc qui se mord la queue, mais c'est souvent le cas. Et souvent, ça part d'un besoin de soutien. Voilà, donc c'est possible d'être soutenu si et seulement si vous avez affaire à un partenaire soutenant et qui veut bien vous aider. Il peut y avoir aussi de la tendresse dans le quotidien. On dit souvent que le quotidien est un lieu privilégié pour qu'il y ait de la tendresse sur ce qu'on appelle les petits riens du quotidien. Voilà, une tendresse partagée, puisque l'autre est sous votre nez, donc c'est quand même plus facile voilà, de manifester des petits gestes tendres. Et pour moi, justement, ça peut rapidement basculer dans l'inverse. C'est-à-dire, ça peut être un avantage et un inconvénient. Parce que un des diagnostics que je fais au cabinet, souvent, quand je vois les couples en difficulté, comme je fais de la thérapie de couple,
c'est de m'apercevoir que quand il n'y a plus ces petits gestes de tendresse au quotidien, c'est que justement, eh bien, il y a un dysfonctionnement dans le couple. Justement, ils n'arrivent plus à faire circuler tout ce qu'il y a de positif dans le couple. Donc là, c'est qu'il y a un problème en général. C'est comme si il y a tellement d'obstacles, de crises, etc., qu'on fait disparaître, la première chose qui disparaît, c'est la tendresse au quotidien. On ne fait plus circuler les signes de reconnaissance positifs. Voilà. C'est-à-dire les petits mots gentils, les compliments, les petites attentions, les petits cadeaux, les petits gestes, ce qu'on fait quand on est dans le début de la rencontre, dans la période idyllique, on croit que tout est beau et merveilleux, et là on est à fond dans les cadeaux, la tendresse, les élans du cœur, voilà, on manifeste beaucoup, et si ça disparaît, c'est symptomatique. Donc faites attention, hein, si vous fabriquez des couples comme ça et que vous voyez souvent la personne, c'est important d'être vigilant sur cette tendresse des petits gestes du quotidien pour justement refaire circuler à nouveau, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que très souvent, les couples qui commencent à voir apparaître des difficultés vont s'orienter sur les difficultés. Nous, on va appeler ça, dans notre jargon, la captation du vortex traumatique. C'est-à-dire, ils vont s'engouffrer sur tout ce qui va mal et mettre leur attention, les deux partenaires en général c'est les deux, hein, mettre leur attention sur tout ce qui dysfonctionne et n'arrivent plus à mettre leur attention sur ce qui va bien. Et c'est très dommageable pour la relation d'oublier justement de faire circuler le positif, ces petits gestes, ces petites attentions, ces petits cadeaux, comme si on fermait son cœur à l'autre parce qu'on est blessé à force de le voir tous les jours et qu'il ne fait pas tout ce qu'on veut ou qu'il nous heurte, et du coup on ferme son cœur et il n'y a plus cet élan de tendresse. Voilà, on lui en veut, on accumule les contentieux et du coup voilà, ça fait que ça ne produit plus ces élans du cœur et ces petits gestes. Voilà. Donc si vous êtes amené à vivre en couple, c'est vraiment important pour moi, essentiel, de refaire circuler, même quand vous avez le cœur fermé. Est-ce que de temps en temps, je peux lâcher les armes, la guerre avec l'autre, si je suis en guerre, lâcher les contentieux et repartir sur... Je décide volontairement, voilà, c'est vraiment un engagement de moi à moi, volontairement, je décide de remettre le beau temps dans mon couple et de voir qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer la relation. Et non pas l'autre est responsable d'améliorer la relation. C'est à cause de l'autre que ça va mal, en général c'est ce qu'on fait, hein. C'est à cause de lui que tout va mal, donc c'est à lui de changer. Et là, je vous préconise l'inverse. Quand ça commence à aller mal dans le couple, c'est plutôt de reprendre la main en disant en quoi moi je suis responsable, acteur ou actrice, pour faire en sorte que je puisse améliorer la relation et mettre mon attention sur ce qui va bien plutôt que de mettre mon attention sur ce qui va mal. La facilité, c'est la captation du vortex traumatique, je vous rappelle, hein. Donc c'est de s'engouffrer là-dedans. Donc c'est vraiment, c'est comme un exercice pratique ça, hein. C'est vraiment une piste très pratique. C'est le matin, vous vous réveillez, vous dites « Ah là là, je lui en veux, avec tout ce qu'il m'a fait hier, la veille, à l'avant-veille, c'est horrible, c'est vraiment un personnage abominable, sans lui ça serait mieux ». Je vous rappelle que les célibataires veulent être en couple et ceux qui sont en couple veulent être célibataires, hein. Donc ça c'est classique. Et donc vous réveillez le matin, vous n'en pouvez plus là de votre partenaire, vous voulez le changer, le mettre à la poubelle, en prendre un autre, etc. Bon, c'est pas possible puisque vous avez décidé de faire un couple au quotidien, c'est mal parti. Surtout en plus si vous avez mis des enfants en plus par-dessus, c'est encore plus compliqué. Vous ne pouvez pas vous séparer comme ça en 2 minutes. Donc, puisque la décision est prise et que vous êtes embarqué dans un couple au quotidien, autant trouver des pistes pour aménager ça, que ce soit le mieux possible. Donc la piste, hein, c'est cultiver, hein, c'est une forme de gratitude. Cultiver la gratitude, c'est-à-dire s'orienter sur ce qui va bien et refaire circuler en se sentant responsable de comment je peux améliorer la relation, comment je peux refaire circuler des petits gestes, des petits élans, des élans du cœur, c'est-à-dire ouvrir mon cœur si je suis fermée, plutôt que de laisser fermer, et d'accumuler les contentieux toujours et encore plus, parce qu'au final, ces contentieux, quand il y en a trop, c'est ce qu'on appelle la cocotte minute, ça fait exploser le couple. Voilà. Donc ça peut être intéressant de voir est-ce que j'ai tendance à cultiver les contentieux et à ruminer obsessionnellement là-dessus, ou est-ce que je peux alléger le système
arrêter de me raconter des histoires toute la journée et mettre plutôt mon attention sur le positif que sur le négatif tout le temps. Parce que dès qu'il y a des difficultés, en général, on s'engouffre sur tout ce qui va mal et on oublie de voir tout ce qui va bien avec l'autre, tout ce qu'on aime partager avec l'autre. Donc la tendresse, les petits riens du quotidien, voilà, ça c'est extrêmement important. C'est vraiment significatif, hein. Quand un couple va bien, il y a de la tendresse, il y a des compliments, ce qu'on appelle des signes de reconnaissance, caresses verbales et physiques qui s'échangent. Beaucoup de contacts, beaucoup d'envie, voilà, de câlins, des choses comme ça. En fait, le couple est vécu comme un cocon et comme un endroit ressource. Et quand les difficultés arrivent, le couple est vécu comme un endroit, un lieu d'insécurité, un lieu où on n'a pas envie voilà, c'est pas un lieu de ressources, quoi. C'est un lieu où on a envie plutôt de fuir. Certains vont fuir dans le travail ou dans d'autres choses parce qu'ils ne trouvent plus leur compte, en fait, hein. Souvent, quand je demande à des personnes, mais pourquoi au fond vous faites couple ensemble et pourquoi vous vivez ensemble, ils me disent, mais parce qu'on aime partager. Ça, c'est une réponse un peu bateau, mais je l'entends tout le temps, celle-là. Donc ça doit être vrai pour certains, hein, c'est qu'ils veulent partager. Il y a un élan de partage. Alors on veut partager quoi? Ça, c'est la bonne question. Vous voulez partager quoi, au fond? Et en général, les deux partenaires ne sont pas toujours d'accord sur ce sur quoi ils veulent partager. C'est ça qui est marrant. Parce que l'idée est là, mais les besoins ne sont pas les mêmes. Donc il faudrait vous interroger. Si vous êtes en couple, interrogez le partenaire sur, au fond, toi tu as envie de partager quoi avec moi et moi j'ai envie de partager quoi avec toi, hein, parce qu'on peut partager quoi? On peut partager de l'intimité, hein. Il y en a qui ont vraiment un goût profond de la connexion à l'intime, d'une qualité de présence, d'une écoute, d'une considération, etc., d'une authenticité. Ça, c'est les gens qui sont plongés dans l'intérêt de la connexion et de la relation, hein. On peut partager des tâches, il y en a qui sont plus fonctionnelles. On va faire des choses ensemble. Là, on était plus sur l'être, hein. On veut être ensemble, avec une qualité d'être. Il y en a qui veulent faire des choses ensemble. Et là, ils sont heureux. Donc, si on fait du sport ensemble, youpi, on va faire, je sais pas quoi, de la cuisine ensemble, on va faire de la randonnée ensemble, bref, on va faire des trucs ensemble. Donc là, ils sont contents, ça les satisfait. Il y en a qui aiment partager, qu'est-ce qu'on aime partager encore? Des loisirs. On peut aimer partager de la complicité. Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'aime partager avec toi? Qu'est-ce que toi, t'aimes partager avec moi? Et peut-être qu'on est en accord et peut-être qu'on n'est pas en accord. Donc ça serait intéressant de voir à quel endroit je vais dans ton monde et à quel endroit, toi, tu fais un pas pour aller dans mon monde. Mais parce que l'idée de partage, c'est un peu vaste quand même. On partage quoi? Et vous avez remarqué qu'il y a des couples qui sont très fusionnels, qui veulent tout partager ensemble et qui partagent tout ensemble. Et ça leur va pas mal d'ailleurs, hein. Et des couples qui sont pas du tout fusionnels, voire anti-fusionnels, genre les indépendantistes, et qui vont avoir tendance à partager le minimum ensemble et ça leur va très bien. Il y a des couches intermédiaires, hein, entre les super fusionnels et les super indépendants, il y a des niveaux intermédiaires. Mais c'est intéressant de voir à chaque couple que vous formez, est-ce que vous formez un couple plutôt fusionnel on appelle ça, hein, fusionnel, parce que les trop fusionnels, ceux qui veulent tout partager ensemble et qui s'agrippent comme ça, dans la durée, il y a de grandes chances que ça périclite. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'étouffer dans la fusion, hein. Ça reprend le mythe de Zeus et d'Héra. Zeus, c'était un dieu de l'Olympe, le dieu tout-puissant, et lui, il avait tendance à avoir envie d'être infidèle. Ouais, c'est plus qu'une tendance, hein, c'est plus qu'une tendance, mais enfin, c'est ce qu'il faisait. Donc il aimait beaucoup avoir des maîtresses. Il était très infidèle à Héra. Elle était évidemment à la fois, c'était elle qui était la garante de la cellule familiale et la protectrice, et donc elle était possessive et jalouse. Parce qu'elle voulait ramener de la structure et de l'ordre et de l'organisation au sein de ce couple pour justement faire perdurer la cellule familiale et son amour pour lui, hein. Et lui, il avait tendance comme ça à disséminer de partout et à s'enfuir, s'échapper du couple pour conquérir avoir d'autres conquêtes et séduire. Et donc on voit ici dans ce mythe que Héra est le symbole de la force organisatrice, structurante, protectrice,
et qui, quand il y a un peu de héra en vous, bah, c'est pas mal parce que c'est le couple qu'on va appeler fusionnel, celui qui veut rassembler, qui veut rester avec l'autre, et que ça fuit pas dans tous les sens, il n'y a pas trop de dispersion. Et si vous êtes sur le côté, le pôle plutôt de Zeus, c'est plutôt l'envie de liberté, l'envie d'aller s'ouvrir ailleurs, voilà, de pas être fusionnel, de vivre d'autres choses, d'autres expériences à côté, pour pas vous sentir étouffé dans le couple. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir votre positionnement propre. Est-ce que vous avez plutôt une tendance à jouer Zeus, le rôle de Zeus, ou plutôt celui d'Héra, et d'interroger justement l'équilibre entre trop de fusion qui va tuer le noyau du couple, parce que ça va l'étouffer. Si vous partagez tout ensemble, il y a des grandes chances qu'au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus, parce que ça, il n'y a pas assez d'ouverture dans le couple. C'est comme une cellule qui est refermée sur elle-même, et la membrane est non poreuse, elle est imperméable. Donc au bout d'un moment, le couple s'étouffe à l'intérieur, les deux sont tellement fusionnels que ça s'étouffe l'un dans l'autre, quoi, hein. Et puis on pourrait imaginer que le couple qui est indépendantiste à l'extrême, il est tellement ouvert, les deux partenaires sont tellement ouverts sur le monde extérieur, qu'à force d'être partout, dispersés partout et n'importe où, bah, ils sont plus du tout, il n'y a plus rien au sein du couple à partager, la membrane est trop poreuse. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont partager ensemble si tous les deux sont vraiment très ouverts sur l'extérieur? Donc c'est toujours cette interrogation, hein, entre vais-je former un couple fusionnel et jusqu'où, ou vais-je former un couple sur le mode de l'indépendance et de l'ouverture parce que je suis quelqu'un qui est pris de liberté, que j'ai pas envie de tout ramener dans le couple, et jusqu'où? Voilà, jusqu'où c'est trop ou pas assez. Donc on est toujours sur ces notions d'équilibre qui sont difficiles, hein, ma foi, dans les expériences de vie, ni trop peu, hein, jusqu'où voilà, jusqu'où je sais organiser des choses pour que mon couple puisse quand même être validé dans la continuité, donc être comme Héra, et puis quand même ramener un peu de Zeus pour ouvrir un peu, parce que sinon vous êtes dans la possessivité, tout faire ensemble. Au bout d'un moment, ça finit par être fragile comme type de couple. On s'appauvrit à être tout le temps l'un qu'avec l'autre, puisqu'on ne s'ouvre pas au monde. Et le monde, c'est les multiples aussi, tout est possible. Mais si je ramène tout à ma dyade, à un moment donné, qu'est-ce que je découvre du monde? Je ne découvre pas grand-chose. Je suis là, rassemblée sur un pôle de sécurité, parce que bien souvent, ce que je peux remarquer, c'est que les personnes qui sont dans trop de fusion, qui veulent tout faire ensemble, elles se rassemblent autour d'une peur de l'insécurité. Ce que j'appelle l'insécurité, c'est-à-dire il faut que notre couple soit stable. Donc pour que ça soit stable, faisons tout ensemble. Partageons, n'allons pas trop expérimenter à l'extérieur parce que c'est dangereux. Voilà. Donc il y a les personnes orientées sécurité et les personnes orientées exploration, aventure. Hein, donc là, ça va donner naissance à différents types de profils de personnalité. Mais il y a toujours une oscillation entre trop de sécurité ou trop d'aventure. Voilà, c'est pareil, on est dans le même problématique. Hein. Voilà, ni trop peu. D'ailleurs, certains vont utiliser le couple au quotidien pour se sécuriser. Hein. Un couple au quotidien, soi-disant, c'est stable. Mais alors là, je crois que vous rêvez. Hein. Le couple au quotidien, c'est pas du tout synonyme de stabilité. Ça peut être au contraire très contre-productif. Ça peut être au contraire là où vous allez rencontrer tout le réel de l'autre, hein, toutes les facettes de l'autre. Et ces facettes peuvent être très... ça peut vraiment pas être du tout à la hauteur de toutes vos attentes. Hein. Donc ça peut être vraiment souvent l'inverse de ce que vous imaginez. Voilà. Autres avantages, je n'ai pas fini sur les avantages, donc on était sur la notion de partager des choses ensemble. Il peut y avoir aussi, ce que disent souvent les personnes qui font des couples au quotidien, c'est l'idée d'approfondir la relation. On va approfondir. Voilà. Plutôt que de faire l'écureuil qui saute de branche en branche, on va rester avec, et donc avoir le temps de se poser sur une branche et d'approfondir de plus en plus, parce qu'il n'y a que dans un quotidien qu'on se découvre vraiment et qu'on connaît vraiment l'autre sous toutes ses facettes, et donc on va avoir le temps d'approfondir. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je dis ça comme ça parce que très souvent on croit vraiment qu'au bout des années, on connaît l'autre,
Et vous savez aussi bien que moi qu'on ne connaîtra jamais vraiment l'autre, ni soi d'ailleurs. Donc en fait, en définitive, on se raconte une histoire. Mais peut-être ça, moi je crois que c'est plus pour nous rassurer nous-mêmes. On se dit oui, on va approfondir, on va enfin connaître l'autre. Voilà, bon, très bien. Mais je pense que ça part plus d'un endroit de se stabiliser, d'avoir envie de se sécuriser avec quelque chose qu'autre chose. Néanmoins, certains vont vérifier que voilà, ils vont approfondir le lien en se connaissant mieux, en descendant dans le réel, on approfondit quelque chose. Alors, toujours pareil, c'est à nuancer, hein, ni trop ni trop peu. Si on est dans les excès d'approfondissement, à un moment donné, c'est tellement profond qu'on se crée des problèmes avec la relation. Et regardez les personnes, comment certaines sont obsédées par leur relation de couple et qu'elles ruminent là-dedans tout le temps. Elles tournent en boucle dans le système de c'est compliqué, ça va pas, etc. Donc approfondir, oui, mais que ce soit aussi lourd parfois, c'est peut-être pas la peine de se plomber avec non plus. Hein. Donc l'approfondissement, ça peut être intéressant si on est capable de ramener de la légèreté dans la profondeur. Alors ça, c'est ma vision des choses. Mais pour moi, si vous voulez approfondir, ça nécessite un ingrédient de légèreté. Parce que sinon, à un moment donné, à force d'approfondir, vous risquez de vous plomber. Voilà. Autre chose, autre avantage ainsi que j'avais vu, c'est de dépasser les obstacles, les crises. Qui dit couple au quotidien présage de crise future, puisqu'il y a une descente dans le réel, donc à un moment donné, il va y avoir des heurts. Puisque dans la réalité, l'autre n'est plus aussi parfait qu'on l'imaginait. Donc il va y avoir des désillusions, des heurts, et on va pouvoir enfin dépasser. C'est là où que le piment, le sel de la vie devient intéressant, parce qu'on passe de la passion tout feu tout flamme au réel, et là on va pouvoir dépasser peut-être des obstacles ensemble. C'est-à-dire grandir l'un l'autre, dans l'idée de si on dépasse les obstacles ensemble, youpi, on va pouvoir cheminer avec quelque chose de souvent dit plus lyrique, des retrouvailles, on appelle ça des retrouvailles, on se connaît mieux et on est moins idéaliste, voilà, on arrête de se fabriquer des rêves sur l'autre. Donc les crises sont souvent si on arrive à les dépasser, sont souvent des manières de reformater le couple sur des nouvelles bases. On change de base, voilà, ça on fait plus, on va faire différent. Donc ça peut être vraiment extraordinaire de pouvoir dépasser les crises ensemble, toutes les tensions. Bon, il faut beaucoup de persévérance, il faut de la communication, il faut s'agripper au portillon, il y a des virages comme ça, donc faut aussi se dépouiller un peu de toutes son cadre de référence, son formatage interne où on se raconte que l'autre il est mauvais, il n'est pas comme ci, qu'il ne devrait pas, il est responsable, etc. Donc il y a beaucoup de boulot pour dépasser les crises. Mais quand ça se fait, ce qu'on appelle la transcendance, on transcende, et à un moment donné il y a vraiment des retrouvailles, il y a vraiment quelque chose de joli et d'harmonieux, presque de poétique je dirais, à fabriquer un couple je dirais, extraordinaire dans une vie ordinaire. Voilà. Encore faut-il être capable de passer les obstacles ensemble. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je vois arriver beaucoup de couples qui ne passent pas la première étape de la première année. En général, c'est parce qu'ils arrivent, ils disent on est ensemble, on s'aime, on se quitte, on s'aime plus. C'est pas qu'ils s'aiment plus, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépasser les obstacles. Ils sont bloqués sur les obstacles. Donc, c'est un peu simpliste de dire on s'aime plus, on se quitte. La question, elle n'est pas là, à mon avis. Elle est plus dans un regard sur les conditionnements que chacun est bourré de conditionnements, et ce sont nos conditionnements réciproques qui font qu'on a des obstacles sur lesquels vont être amenés à se séparer. Bon, donc il faut persévérer et voir qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes de l'un et de l'autre pour qu'on n'arrive pas à dépasser les obstacles ensemble. Mais les crises sont souvent salutaires. Voilà. En même temps, j'amène un bémol, parce que ceux qui se mettent en couple, alors il y en a qui font ça, dans le développement personnel aujourd'hui, il y en a, ils sont férus d'évolution et de grandissement. Alors ils parlent comme ça. Nous nous mettons en couple pour nous faire grandir l'un l'autre. Oh, c'est une bonne intention, qu'est-ce que c'est joli. Nous nous mettons en couple pour vivre l'amour inconditionnel. Oh, mais c'est magnifique. Alors c'est plein de prétentions, plein de bons élans, je dirais, c'est joli, mais quelque part, c'est un peu prétentieux quand même. Parce que se faire grandir l'un l'autre, jusqu'où jusqu'où je vais souffrir pour conserver mon élan
d'évolution, de nous faire grandir, que la relation est au service, de devenir quelqu'un de meilleur, et que nous formions un couple qui dépasse les crises. Voilà. Et en attendant, on se fait souffrir, on perd de l'énergie, on n'en peut plus, on est sur le carreau, on n'arrive plus à bosser le matin parce qu'on est fatigué par la relation, mais non, on se fait grandir, on va y arriver, on va y arriver. Donc certains, soi-disant avec des causes nobles comme ça, hein, on va se faire grandir, on va évoluer, le couple c'est fait pour évoluer, il faut rester dans le couple, il faut rester en couple, voilà. Ils se mettent beaucoup de souffrance et beaucoup de défis. Et c'est tellement souffrant qu'à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Donc, je dis toujours, et je le redis, le couple, c'est bien, mais à condition que ça amène plus d'énergie que de galère, quoi. Hein. Si vous êtes là pour vraiment vous sentir complètement diminué le matin, être en souffrance, être tellement fatigué que vous n'arrivez plus à vous occuper de vos enfants, de votre boulot, de vos tâches ménagères, etc. C'est grave, là. Il faut faire autre chose, il faut arrêter ces couples, voilà. Et le prétexte de faire grandir ne va pas arranger. Donc il y a des limites à tout. Il y a un moment donné, ça peut être bien de tenter de dépasser certaines crises pour certains, puis pour d'autres, il faut arrêter, quoi. Il vaut mieux arrêter la relation, puisque cette relation ne vous correspond pas, vous n'arrivez pas à gérer, c'est un fait, donc lâchez l'affaire et passez à autre chose. Voilà, ça serait mon conseil. Donc, mais ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend pour qui. Voilà. Les inconvénients du couple. Alors ça, vous allez voir, on l'entend souvent. Le couple au quotidien égale lassitude, ennui, érosion du désir. Souvent on l'entend, hein. C'est classique ça. Voilà, on connaît l'autre, donc on va se lasser. C'est toujours le même partenaire, on le voit tous les jours, on le voit dans ses habitudes, donc à force, on le voit se laver les dents, on le voit aux toilettes, on le voit... voilà, donc à force... toujours le même, bon, c'est comme les glaces, ça lasse. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça dépend pour qui, hein. Ça dépend du regard que vous portez sur la chose, entre guillemets. Hein. Est-ce que vous vous lassez facilement ou pas? Ou est-ce que vous êtes capable, mais ça c'est un regard que vous pouvez poser, hein, de fraîcheur, de nouveauté, sur toujours le même partenaire. Je sais que quand on anime des stages de tantra ensemble, avec Marie, très souvent, notre manière de... Souvent, une des clés qu'on donne, c'est, avec un partenaire connu, de voir comme si c'était la première fois que vous le voyez. Toujours la première fois. Vous rêvez, vous imaginez, voilà, vous ouvrez les yeux le matin, clouc, vous ouvrez les yeux, et au réveil, au lieu de vous dire « Ah, mais je le connais, hier il s'est passé ça, avant-hier, mince, encore ça, puis demain, ah, super, bon, bref », vous faites comme si, vraiment, vous rentrez dans cette posture. Faites comme si vous ne l'aviez jamais vu. C'est la première fois, vous rencontrez la première fois, vous ne connaissez pas. Donc, vous êtes émerveillé, puisque c'est la première fois. Donc, c'est un partenaire de rêve. Tout est à découvrir. Voilà, je rigole, ça n'a pas l'air sérieux, mais c'est très sérieux. C'est vraiment une posture qui permet d'inventer, qui permet de laisser passer tout le passé, de laisser passer tous les contentieux, de laisser glisser. Et c'est très transformateur pour retrouver ce goût de l'émerveillement et pour chasser cette histoire de lassitude, d'ennui, de je le connais, donc je m'attends à ce qu'il soit comme ça, et puis je sais qu'il est comme ci, mais je sais. Voilà, donc on sait tellement de choses qu'on ne le permet plus à l'autre d'être différent de ce qu'il est, puisqu'on sait qu'il est comme ça. Voilà, et ça enferme. Donc, générer vraiment une posture avec ce regard-là, c'est-à-dire le matin, mais vous pouvez le faire l'après-midi, hein, pas que le matin d'ailleurs, le matin, le soir, à 2h, à 4h, au goûter, quand vous voulez. Donc, vous regardez votre partenaire avec cet œil de « c'est la première fois ». Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, qui est-il? Mais et faites-le en faisant l'amour, ça c'est un truc qui marche bien. Moi j'ai testé ça souvent, je le fais. Hein. Donc ce que je dis, je le fais en général. Donc j'ai testé ce truc-là et franchement ça marche parce que sinon très souvent, on vient me dire souvent, mais toujours le même partenaire, ça fait 5 ans, 10 ans que je suis avec lui, c'est normal qu'il y ait une érosion, une usure du désir sexuel. Eh bien pas forcément. C'est vrai, c'est faux. Si vous ne savez pas enchanter le monde, je dirais, bien vous allez générer facilement cette lassitude, cette chute du désir. Si vous avez ce potentiel créatif de vous émerveiller, hein, sous plein de formes, hein, pas seulement en regardant le partenaire, mais aussi en étant... moi, je m'allie souvent à quelque chose
de plus divin en fait, hein, quelque chose, voilà, je me reconnais comme une déesse du féminin, enfin je sais pas quoi, je me raconte une histoire, mais ça m'aide dans cet espace-là à remonter, à recréer du désir, quelque chose de l'ordre de l'intensité, comme si c'était neuf à chaque fois. Voilà. Et il y a quelque chose à inventer dans le couple au quotidien, plutôt que de toujours rester sur la platitude de ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on entend, etc. Je pense qu'il y a à être vraiment dans un quotidien imaginatif, plutôt qu'un quotidien connu sous toutes ses formes et ses modalités. Excusez-moi, mais j'ai trop envie de dire une bêtise. Ça peut aussi dire... Alors attendez, bougez pas, parce que si vous prenez la parole, je suis ravie hein, que vous preniez la parole, mais il faut parler dans le micro. Non mais je voulais juste dire que si on fait votre truc un matin en ouvrant les yeux et qu'on se dit « Oh mon Dieu, mais c'est qui ce mec dans mon lit ?» Oui. Ça peut être un choc quand même, quoi. Ben, ça peut être un choc, certainement, mais peut-être un bon choc. C'est bien les chocs de temps en temps. Ça change du côté familier, habitude, routine, voilà. Il y a des personnes qui sont éprises de nouveautés, hein, de variété, de changement, de créativité, et d'autres qui sont éprises de sécurité, de cadre. Voilà, donc chacun ses goûts. Je vous ai dit, hein, on oscille entre les deux pôles, sécurité, exploration. Donc pour ceux qui sont plutôt dans j'aime bien la variété, mais quand même je suis dans un couple avec une famille, je peux quand même pas m'envoler et butiner plein de fleurs toutes les 5 minutes, sinon ça fait désordre, je vais perdre la stabilité de mon couple. Donc il y a quelque chose à inventer, hein, et peut-être ces chocs sont pas mal. Voilà. Qui sont des chocs novateurs, je dirais. Maintenant, voilà, à vous de voir ce que vous voulez créer. Voilà. Donc je ne peux pas tellement dire plus, mais à vous d'inventer votre couple, à vous. Donc voilà pour la lassitude. Donc, par rapport à l'usure du désir, à l'érosion du désir, c'est vrai et c'est faux, hein. Il y a des personnes qui effectivement, au bout d'un moment, elles n'en peuvent plus de ce même partenaire, elles ont envie de goûter à autre chose, qu'on peut comprendre, parce que si vous avez une seule expérience dans toute votre vie, bon bah oui, d'accord, hein, ça peut être formidable, mais il peut y avoir d'autres expériences intéressantes à mener, mais bon, après chacun y voit à sa porte. Autre inconvénient souvent qu'on me donne dans les couples quotidiens comme ça, c'est la logistique. Alors la logistique, c'est nous allons partager les tâches, l'intendance. Donc l'intendance, vous connaissez, dans la maison, c'est la vaisselle, les repas, le ménage, qui fait quoi, les enfants, les courses, enfin tous ces trucs-là, voilà, tout ça. L'éducation des enfants, qui fait quoi. Voilà, donc... C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une redistribution des rôles, hein. Les hommes sont quand même plus partants pour l'intendance et la logistique, mais néanmoins, hein, on voit quand même que principalement, ce sont toujours et encore les femmes qui sont sur tous les fronts, les superwomen, là, qui sont sur les fronts professionnels, le front de l'intendance, le front des enfants, elles sont un peu partout, voilà. Donc c'est encore vrai aujourd'hui. Heureusement, c'est comme ça, mais ça évolue. Bon, néanmoins, la question de la logistique, elle va de nouveau être sur le tapis si vous faites des couples au quotidien. Qui fait quoi? Et est-ce qu'on va s'engueuler et se faire la guerre là-dessus? Ou est-ce qu'on peut vraiment négocier quelque chose d'agréable et de confortable pour les deux partenaires? Alors, j'en sais rien. Ça va vraiment dépendre des deux personnes. Souvent, ce qui se passe, hein, ce que j'ai observé, c'est qu'il y en a un des deux qui est sous la loi du devoir. La loi du devoir, c'est « je me dois d'être responsable et de bien organiser les choses pour que tout roule ». Donc ça, c'est la voie du devoir, hein, c'est le cadre. Donc si moi, je ne suis pas celui qui cadre, ça part dans le bordel, c'est le chaos, qui va faire quoi? Les enfants ne vont pas être élevés le matin, ils ne vont pas partir à l'école, les courses ne vont pas être faites, c'est le bordel, c'est pas possible. Pas gérable. Donc, il y en a un qui est sous l'effet du... Souvent, c'est comme ça. Il y a un obsessionnel qui est sous la loi du devoir et qui est très dans prudence, organisation, voilà, et qui prend les choses en main très sérieusement. Et l'autre, qui est plutôt... Oh, ouais, bon, il est sous la loi du j'ai envie. Hein, c'est la fourmi et la cigale. Donc, celui qui est plutôt cigale, bon, oui, bah, c'est organisé, c'est pas organisé, c'est pas grave, bon, on verra bien à ce moment-là, on trouvera une idée, une solution, voilà. On va plutôt faire ce qu'on aime, voilà. Et donc, souvent, ça peut générer pas mal de discorde.
pour ses problèmes de logistique. Hein. Et celui qui est dans le devoir, souvent il en a marre de tout faire, parce qu'il prend tout en charge celui-là. Très souvent, il en fait trop. Il prend trop en charge et l'autre, il se fait trop prendre en charge, parce qu'il anticipe tout. Mais il râle, celui qui est dans le devoir, souvent il râle. Il râle qu'il fait tout, et que l'autre fait rien. Sauf que, si vous regardez bien, celui qui fait tout comme ça, il laisse pas l'autre, il délègue pas assez en fait. Il se prend pour le grand responsable de tout, il se croit indispensable, et il lâche pas l'affaire. Mais ça l'arrange de ne pas lâcher l'affaire parce que ça le rend fort, indispensable, loyal, stoïque, courageux. Voilà. Il est reconnu comme celui qui fait ce qu'il faut, qui est responsable dans le couple. Voilà. Et donc c'est important de voir de quel endroit ça part, de s'éreinter, parce qu'en plus il râle, il est victime, il dit ouais j'en fais trop, c'est moi qui fais tout ici. Il râle, mais n'empêche qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. Voilà. Et celui qui est plus dans bah voilà, je me donne des permissions, fais-en moins, etc., ben lui, il est aussi souvent, ça l'arrange aussi de se faire prendre en charge. Donc il y a des jeux comme ça qui se jouent hein, dans les deux rôles, dans les deux sens, mais c'est à regarder de quel endroit ça part, parce que ça peut être la guerre là-dessus, hein, sur la logistique. Donc plutôt que d'être dans la guerre, moi je vous invite à être des alliés et pas des ennemis. Mais pour faire l'alliance, il faut vraiment mettre à plat sur le tapis le qui fait quoi. Et qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, très concrètement. Et la question, en quoi moi je peux améliorer, faire un pas vers toi, en quoi toi tu peux faire un pas vers moi, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. À condition de lâcher ce truc de je crois que c'est moi qui fais tout et toi tu n'es pas capable de rien, et inversement, voilà, d'arrêter de se faire la guerre sur ce sujet, parce que c'est l'enfer, ça peut vite être l'enfer le quotidien avec ça. Hein. Et comme par hasard, les obsessionnels se mettent avec des gens très permissifs et qui sont très bordéliques, comme par hasard. Voilà, mais plus affectifs par contre. Les désaccords aussi. Un inconvénient du couple au quotidien, c'est il y a souvent des désaccords. On n'est pas d'accord sur la vision du monde. Alors au départ, on peut être un peu d'accord, on a la même carte du monde, le même cadre de référence, et puis petit à petit, on voit les désaccords apparaître. Sur la manière d'éduquer les enfants, sur les envies de voyager, l'autre pas, sur plein de choses, sur les activités qu'on veut partager. Voilà. Donc assez vite, on va voir des désaccords arriver, des conflits. Alors ça va être toute la grande question hein, de la capacité qu'a le couple de réussir, entre guillemets ou pas, c'est-à-dire de voir comment chacun va lâcher un bout sans se sacrifier. Lâcher un bout, ça veut dire on est dans un terrain de négociation. Qu'est-ce que je peux négocier avec l'autre? Négocier, ça veut dire qu'est-ce que je peux lâcher sans tout lâcher? Qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que l'un peut lâcher sans tout lâcher? Qu'est-ce que l'autre peut lâcher sans tout lâcher? Et quelle va être la partie entre les deux qui est négociable, sans se sacrifier l'un pour l'autre? Si je me sacrifie, ça veut dire que je cède des bouts de moi et je vais lui faire payer. Ou je vais partir du couple parce que j'en peux plus de me sacrifier. Donc, sur les désaccords, on a le droit de ne pas être d'accord et c'est normal. On ne peut pas être d'accord sur tout. Sinon, il n'y a pas de complémentarité. On est tous les deux pareils. Donc, au bout d'un moment, on fait le tour. Donc, sur les désaccords, quand ça émerge, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on peut négocier des choses? Et qu'est-ce qui est négociable? Et qu'est-ce qui n'est pas négociable? Et ça, c'est très très important dans le couple d'en parler. Voilà, ça... par exemple, moi, je sais que ce qui n'est pas négociable, c'est mes heures de sommeil. Je vais donner un exemple concret. Hein. Ça, c'est pas négociable parce que si je me couche tard, le matin, je suis complètement zombie et j'en peux plus et je vais lui faire payer, etc. Ce qui est négociable, c'est de prendre plus de temps pour manger, par exemple, partir 2 jours quelque part. Voilà, des choses qui sont négociables pour moi, mais des choses non négociables. Et pareil pour le partenaire. Donc, c'est très important de mettre sur le tapis. Voilà, et d'expliquer à l'autre, ça c'est vraiment pas négociable, je peux pas. C'est pas que je t'aime pas, ça n'a rien à voir avec mon amour pour toi, ça veut dire que si je respecte pas ça, je me sacrifie, je me nie, je ne suis plus moi. Et si je suis plus moi, je peux plus t'aimer. Donc c'est juste pas possible, voilà. Et le reste, c'est il y a d'autres choses qui sont peu coûteuses que vous pouvez lâcher, parce que ça vous coûte pas beaucoup de faire un pas vers l'autre. Donc c'est très important que chaque partenaire mette carte sur table là-dessus, sur qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je ne vais pas pouvoir t'aimer si je cède des bouts de moi.
Voilà, ça je peux pas, je me nie. Et il vaut mieux le dire, parce que sinon, si vous le dites pas à l'autre, vous allez finir par partir de la relation, soit vraiment, soit partir à l'intérieur de la relation. C'est-à-dire vous y êtes, mais vous y êtes plus. Vous faites genre, vous êtes avec l'autre, mais en fait, vous n'y êtes plus vraiment. Vous êtes déjà absent du couple. Voilà. Ça, c'est pour les désaccords. Ensuite, les compromis, ça va un peu avec. Quels sont les compromis? Parce que qui dit couple au quotidien dit compromis obligatoire. Vous n'avez pas le choix, là. C'est beaucoup plus facile à distance, il y a moins de compromis à faire, chacun vit à son rythme, s'écoute, dans ses besoins, et on prend que le bon. Mais dans les couples au quotidien, très vite, il y a des compromis. Puisque l'autre n'est pas toujours en accord avec mes besoins, mes rythmes, mes envies, mes désirs au même moment. Voilà. Donc on se doit de faire des compromis. Voilà. Alors jusqu'où je fais des compromis, jusqu'où, c'est toujours la même question, jusqu'où je me suradapte à l'autre, c'est-à-dire que et de quel endroit ça part? Si je me suradapte, c'est je fais tellement plaisir à l'autre que je m'écoute plus. Voilà. Et après je lui fais payer. Alors est-ce que c'est vraiment un vrai plaisir? Ou est-ce que c'est parce que j'ai peur? C'est ça c'est une vraie question. Quand je commence à faire des compromis, écoutez-moi bien, soit c'est parce que j'ai une vraie joie à offrir, à faire un pas, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de faire plaisir, et ça me donne de l'énergie, je suis en joie quand je fais ça, soit je le fais, et là ça me donne pas d'énergie, mais je te fais plaisir parce que j'ai peur de te fâcher, j'ai peur de te mécontenter, j'ai peur de perdre la relation, j'ai peur de perdre le lien, j'ai peur que tu te mettes en colère, ou j'ai peur de te blesser. Bref, il y a plein de peurs. Et là, vous allez voir que vous faites plaisir, mais il y a une tension. Puis après, vous râlez, Nani, oui, après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ci, je t'ai fait des cadeaux, je t'ai emmené là, je t'ai emmené ci, je t'ai emmené mi. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... ça pèse, quoi. C'est toute la différence entre ça, et je l'ai fait vraiment parce que voilà, c'est un vrai élan du cœur, et ça m'a donné de l'énergie de te faire plaisir, et je te demande rien en retour. Et c'est vraiment différent, on n'est pas sur les mêmes types de compromis. Donc faites attention, dès que vous faites plaisir à l'autre, voilà, de quel endroit ça part? Si c'est sur la peur, c'est pas bon, pas bonne idée. Si c'est vraiment sur l'élan du cœur, j'ai de la joie à t'offrir, et ça me donne de l'énergie, et le curseur, c'est est-ce que ça me prend ou ça me donne de l'énergie? Ça, c'est le curseur. Voilà. Et c'est pas gênant de faire des compromis, mais voilà, vous avez compris de quel endroit ça part, ça c'est la vraie question. Voilà, la question aussi des, ce qu'on appelle nous les faux self, c'est-à-dire que le couple au quotidien permet de démystifier les faux self. Les faux self, c'est les rôles qu'on tient, les images. Vous savez qu'au début de la relation, on donne une bonne image de nous, on apparaît sous nos meilleurs côtés. On cache des trucs, on ne veut pas paraître vilain petit canard, donc on tronque, on falsifie. On donne le change, voilà, ça c'est ce qu'on fait au début de la relation. Donc après, au bout d'un moment, certains y arrivent, d'autres pas. Certains vivront toujours avec un faux self. Faux self, ils vont toujours donner une image tronquée, et d'autres font disparaître les masques. Donc il y en a certains qui disent, bon ben voilà, maintenant je m'énerve, alors que je ne m'énervais pas pour la vaisselle qui n'est pas rangée, mais maintenant je vais m'énerver parce que ça me saoule que la vaisselle ne soit pas rangée et que tu ne l'aies pas faite. Voilà. Et donc il y a un moment donné, c'est bas les masques. Donc, c'est plutôt pas mal quand les deux s'autorisent à arrêter de porter des rôles et donner une bonne image, donner le change, faire du bricolage, voilà, on trafique, on fait genre, voilà, genre je t'aime, genre je suis content, alors que j'en peux plus, il me saoule, mais je fais genre je suis content d'aller au restaurant ce soir, je suis vraiment content, j'ai qu'une envie, c'est de dormir, qu'est-ce que je suis content, etc. Donc ça, c'est toutes les faux selfs qu'on entretient. Souvent par peur, il y a des peurs derrière, d'être soi. Et plus vous êtes dans des images fausses de vous-même, plus il y a de la tension par en dessous, il y a de la violence en souterrain, et vous risquez d'accumuler et de faire payer un jour. Voilà. Moi, j'ai parfois vu des couples qui, 10 ans après, au moment de se séparer, ça m'a toujours amusé ça, il y avait un partenaire du couple qui avait ressorti tous les contentieux 10 ans en arrière, tel jour, telle date terreur, tu m'as fait ça, et là je t'ai dit ça, tu m'as fait ça, dans tel jour, telle heure, tel voyage, je t'ai dit ça, et tu m'as répondu ça, et moi j'aurais aimé te dire ça, mais j'ai pas osé te dire ça, mais j'aurais... 10 ans après, il y avait tout noté. Bon, comme quoi, voilà, il y en a qui entretiennent ce qu'on appelle des faux selfs. Donc si vous pouvez arrêter ce jeu,
qui n'en est pas un, ça serait pas mal. C'est-à-dire d'oser vraiment être vous face à l'autre le plus possible. Voilà, en gros ce que je voulais vous dire. Et un dernier point, c'était la notion des profils de personnalité. Après, je vous laisse la parole. Selon les profils de personnalité, il y en a qui vont aimer vivre au quotidien en couple et d'autres pas. J'avais fait une conférence il y a un an, je crois, sur les frileux de l'amour, qui sont c'est un profil plutôt froid, plutôt évitant, plutôt intellectuel, qui aime bien réfléchir, penser, raisonner le monde, voilà. Et donc ces personnes-là, au quotidien, elles vont vite se sentir envahies. Ça va être trop pour elles, trop d'émotions, trop de comptes à rendre, trop de proximité, trop de liens. Donc elles vont plutôt avoir tendance à pas tellement aimer, à éviter faire un couple au quotidien. Donc si vous rencontrez quelqu'un comme ça et que vous êtes tenté de faire un quotidien avec elle, il va falloir lui laisser beaucoup d'espace de solitude et gérer cette personne en ne cherchant pas à être trop en contact ou en attendant trop. Hein, voilà. Et en général, elles sont même mieux, c'est souvent des personnes qui vont éviter la relation au quotidien. Garder leur espace personnel, voir l'autre de temps en temps, mais pas tout mettre ensemble. Trop compliqué. Sauf si elles sont forcées de faire une famille. Mais bon, ça va être toujours un peu compliqué pour ces personnes-là. Donc attention, hein, si vous rencontrez un frileux de l'amour, n'attendez pas trop. Si vous rencontrez quelqu'un qui est plutôt ce qu'on appelle les altruistes, ce que j'ai appelé les altruistes en amour, c'est autrement dit les hystériques, les profils histrioniques on appelle ça. Donc c'est des gens qui sont très affectifs, souvent dépendants affectifs, ils adorent la relation, c'est une priorité la relation amoureuse, ils ont plein d'émotions, ils fabriquent de l'idéal amoureux, des princes et des princesses charmantes, il y a beaucoup de romantisme, beaucoup de rêves. Et manque de discernement souvent hein, par rapport à une forme de lucidité sur ce qu'est le couple et la relation. Et donc ils partent sur leurs grands chevaux comme ça et ces altruistes en amour vont être souvent désenchantés, vont avoir très envie de faire des couples au quotidien, mais vont être aussi très désillusionnés parce que beaucoup trop d'attentes sur le couple romantique. Voilà. Et c'est très fréquent, et je vois souvent, je vous le dis parce que je vois souvent ça apparaître quand même. Et très souvent, ces altruistes vont se marier ou se mettre en couple avec évidemment des frileux ou des personnes qui sont beaucoup moins dépendantes qu'elles, ont moins de rêves, comme par hasard. Ce qui va friter. Voilà. Voilà. En gros, ce qu'on voit apparaître dans les couples au quotidien qui font que ça élargit la fracture plutôt que de les rassembler. Et ça devient toujours plus compliqué. Un se sentant étouffé, et l'autre, plus il a envie de prendre de la liberté, plus l'autre veut s'agripper, et c'est le chaos. Voilà. Donc selon le profil, on aime ou on n'aime pas faire des couples au quotidien. Et après, je vous laisse la parole, mais pour conclure, je dirais que écoutez votre petite voix intérieure, qui vous guide et qui vous dicte si c'est bon pour vous en ce moment de fabriquer un couple au quotidien ou pas. Est-ce que c'est mieux dans cette période de vie que vous traversez de vous aménager plutôt un espace de solitude et de voir des partenaires, ou pas d'ailleurs, mais plutôt dans des temps où vous n'êtes pas trop longtemps avec? Est-ce que c'est mieux de refaire un couple au quotidien ou d'en faire un pour vraiment approfondir et tout ce qu'on a dit, partager beaucoup de choses avec l'autre et s'expérimenter là-dedans? J'en sais rien. En tout cas, je pense que c'est à vous de vous écouter intrinsèquement et de sentir ce qui est vraiment juste pour vous. Parce qu'à chaque période de vie, on peut vivre des choses différentes. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. On ne peut pas dire que c'est mieux le quotidien, que c'est mieux de ne pas se mettre sous le même toit. Hein. Pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. C'est vraiment à vous écouter, à sentir. Et il ne faut pas oublier que chaque partenaire est différent. Moi, j'ai fréquenté des partenaires où j'ai pu très rapidement faire un couple au quotidien et c'était juste fluide et magique, très facile. Il y avait une correspondance sur le quotidien parce que dans la matière, ça correspondait. Et j'ai eu d'autres personnes, d'autres partenaires avec qui le couple au quotidien est très compliqué. Mais par contre, au niveau de la relation amoureuse, c'est très beau. Voilà. Donc, il n'y a pas de... En fait, c'est jamais pareil. Il n'y a pas quelque chose d'unique. Chaque relation est unique.
Il y a des correspondances plus faciles sur parfois le quotidien ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre votre couple à la poubelle, à mon avis. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à ajuster un quotidien qu'il faut tout jeter avec le bébé avec l'eau du bain. Peut-être c'est à examiner de trouver une modalité différente, hein, plus d'air, plus d'espace, voilà, à naviguer entre des temps privilégiés d'expérience ailleurs et puis des temps ensemble. Hein. Mais franchement, à vous de voir dans votre période de vie actuelle, qu'est-ce qui est le mieux pour vous et de pouvoir en changer, d'évoluer tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous dites « Ah, tiens, je le sens bien, on va faire un couple au quotidien, tiens, on va se mettre sous le même toit. » Alors, évidemment, il y a l'investissement financier qui va avec quand même, hein. Mais faites attention à ça. Mais ça vaut peut-être le coup de pas trop investir au départ pour se donner la possibilité de pas rester 10 ans ensemble parce qu'on est sous le même toit avec la même maison et qu'on a mis en commun des biens, etc. Voilà, de laisser évoluer au fil du temps. Et puis de voir, c'est pas grave si on se sépare, on repart sur autre chose, on aura fait une tentative, bah c'est bien, ça marche pas. Voilà, chaque expérience est un cadeau, c'est un enrichissement, c'est une nouvelle expérience. Et il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite non plus. Il n'y a pas de couple en échec, il n'y a pas de couple en réussite. Il n'y a rien, ça n'existe pas, ça c'est mental. Il n'y a que des expériences qui se génèrent les unes derrière les autres. Mais il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se gagne. Pour moi, et il n'y a pas de couple en échec, ni de couple en réussite. Donc voilà, c'est que des expériences de vie qui sont intéressantes et enrichissantes. Ça, c'est ma vision, hein, mais après, chacun la sienne. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté déjà, puis je vais vous laisser... Ah non, c'est pas fini. Je vous laisse... J'ai encore du temps. Il me reste un quart d'heure à chaque fois pour vous laisser du temps pour poser toutes vos questions, qui souvent sont très intéressantes. Alors, il faut juste parler dans les deux micros. Alors, si vous pouvez venir ici, ça m'arrange. Comme ça, on vous entend mieux. Je vais te passer sur YouTube. Ah alors si tu veux pas te mettre, tu te mets là, voilà. Par contre, tu parles dans le micro. Question. Bonjour à tous. Alors, quand on est frileux et hystérique en même temps, on t'entend pas. Est-ce que tu peux parler fort? Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment on gère quand on est en même temps frileux, donc besoin d'espace, etc. Et en même temps, on idéalise la relation, on est hyper hystérique, altruiste de l'amour. Enfin, c'est vrai que c'est quand même antagoniste. Et du coup, comment on fait pour le gérer finalement, ces deux? Alors c'est pas tant antagoniste que ça, hein. C'est vrai, c'est faux. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ce micro. J'ai lâché le micro. Bon, alors oui. Donc c'est pas si antagoniste que ça, parce que très souvent, ce qu'on appelle les frileux de l'amour, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt évitants, vont idéaliser, c'est-à-dire qu'ils vont, certains peuvent, pas tous, hein, ils peuvent fabriquer un imaginaire de la relation, c'est-à-dire tant que c'est pas descendu dans le réel, ça va. On peut l'imaginer, on peut fabriquer une idylle dans nos rêves, etc. Ça reste imaginaire. Mais faudrait pas trop que ça descende dans le réel parce que là, c'est plus compliqué pour eux. Et il y a des personnes qui vont se shooter à l'imaginaire, hein, qui vont préférer rêver l'amour plutôt que de le vivre. Parce que le vivre, c'est ce que je disais toujours, la réalité ordinaire n'est pas souvent... n'est pas toujours agréable, parce que parfois certains vont trouver quelque chose de fade dans l'ordinaire. C'est là où certains vont se dire « Oh, il y a de la lassitude, il y a de l'ennui, c'est pas ce que j'attends. » Donc je préfère rêver, idéaliser, plutôt que de vivre le quotidien, parce que le quotidien, ça peut être vécu comme fade. Donc il y a un goût de l'idéalisation, et très souvent, ces personnes-là ont un goût de l'idéal partout, pas que dans la relation amoureuse. Il y a une quête de l'absolu partout. Être parfait partout, vivre du parfait partout, être parfait soi-même, donc ce sont souvent des perfectionnistes eux-mêmes. Être parfait, faudrait que tout soit parfait, faudrait que nous vivions dans un monde parfait. Donc ceux-là sont sujets à fabriquer de l'idéal, du rêve amoureux, et à se dire, à être plutôt pas très chaud sur l'idée de faire un couple au quotidien, parce que bon, ça va être la galère, là, laisse tomber, c'est pas ce que j'aime, quoi. Donc quand tu es au courant de ça, c'est pas gênant. Il faut juste être conscient que tu préfères le rêve amoureux que le réel. Donc continue de rêver et puis de te shooter au rêve. C'est pas grave à ce moment-là. Mais en conscience.
Donc, je sais pas, fabrique des histoires dans ta tête, écris des livres de poésie, fais des films, des scénarios d'histoires romantiques, mais vis pas le réel, puisque c'est pas fait pour toi, en fait. Donc, n'insiste pas. Voilà mon conseil. Ouais, autre question par là. Il n'y avait pas une question là? Ah bah bien. C'est le bien. Bah prends les deux. Les deux. Et moi je rebondis sur la question de la jeune fille, c'est quand cette personne frileuse, elle est déjà en couple. Ah, il faut les deux. Quand elle est en couple. Cette personne, elle est déjà en couple. Et comment ça se manifeste en fait? Alors ça va dépendre, c'est un peu au cas par cas, hein, tout le monde n'est pas... faut pas oublier que les personnes évoluent dans la vie, hein, donc il y a des curseurs aussi. Hein. Ça dépend du curseur de gèlement, de l'évitement. Hein. Il y en a qui ont vraiment un attachement évitant, d'autres moins. Si elle est en couple, le mieux, si c'est pas vous, si c'est votre partenaire qui est comme ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas être trop agrippant. Ah, c'est toi qui es comme ça. Donc à ce moment-là, si c'est ton cas, le mieux c'est de composer avec quelqu'un qui n'a pas trop d'attente, qui te laisse des espaces. Sinon, tu vas vite être étouffé et un ras-le-bol va arriver, une overdose. Et là, un rejet même. Donc ça va être difficile de naviguer dans un couple au quotidien, sauf si la personne te comprend et qu'elle te prend comme t'es et qu'elle ne veut pas te changer en fait. Voilà, qu'elle te laisse comme tu es parce qu'elle sait que c'est vital pour toi, ça c'est non négociable, que tu as tes besoins d'espace vital, de retrait, de ne pas tout faire, de ne pas tout partager, c'est comme ça, et que je dirais elle te fout la paix. Voilà. Et là c'est gérable. Ça aussi, mais dans le sens où on ne partage pas ce truc romantique, machin. Oui. Il y a des. Oui. Alors elle disait comme ça qu'elle n'est pas très romantique et il n'y a pas d'idéal romantique. Oui, toi tu es comme ça et l'autre il est peut-être différent. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de se mettre en couple avec quelqu'un qui est dans la différence, mais qui est câblé autrement. Alors soit c'est possible de se comprendre et de se prendre comme on est, chacun fait un pas vers l'autre, soit c'est juste pas possible parce que celui qui est dans son rêve idyllique, amoureux, il déborde d'émotions, il en met trop de partout, et toi tu ne vas pas dans son monde aussi. Peut-être ça peut être intéressant de voir que les émotionnels, ils ont un monde chaleureux qui t'intéresse aussi, qui est peut-être trop, hein, mais c'est son monde. Donc de le laisser aussi naviguer dans son monde émotionnel, mais voilà, comment je peux fonctionner avec sans être trop froide, quoi. À voir, et peut-être de lui laisser des espaces pour que cette émotionnalité puisse trouver de la nourriture affective ailleurs, puisque toi tu ne peux pas donner tout. Donc il y a toujours le problème de tout sur un. Hein. Là, attendre tout d'une et une seule personne, c'est un peu compliqué là. Je pense que dans cet ajustement entre quelqu'un qui est très chaleureux, très je donne, j'attends, et quelqu'un qui est beaucoup plus froid et réflexif, tu peux pas tout pour l'autre et il peut pas tout pour toi. Donc à un moment donné, voilà, ça c'est le réel. On fait quoi? Oui. Je peux reformuler la question ou tu viens là comme tu veux. J'entends rien, on n'entend rien. Il vaut mieux venir ici. Alors. Oui, parce qu'il y en a un qui enregistre là et un qui... d'accord. Non, moi je voulais savoir juste, est-ce que quand on n'est pas en couple, oui, on a connu le couple mais qu'on n'est plus en couple, de se sentir parfois insécure, est-ce que ça veut dire qu'on est des dépendants ou dépendantes affectives? Et est-ce que vous avez des clés pour justement se sentir pas forcément insécure quand on n'est pas en couple? Et après, j'avais une deuxième question. Qu'est-ce que vous pensez des sites de rencontres? Je vais donner une conférence. Alors, ouais. Bon, ça c'est un autre thème j'avais traité sur la dépendance affective. Alors la première question c'est est-ce que quand je suis pas en couple et quand je suis insécure, est-ce que je suis dépendante? C'est ça la première question? Ça peut donner naissance à de la dépendance, oui. Tant que j'ai pas assez de sécurité en moi
et que je ne pose pas ma sécurité, que ma sécurité ne dépend pas sur quelqu'un à l'extérieur de moi, si je confie le pouvoir à l'autre pour ma sécurité, je suis embêtée. Sur l'autre ou sur un schéma. Ça peut être le schéma de la famille, du couple, pareil. Mais l'autre est garant de ma sécurité. C'est embêtant parce que tu dépends, c'est ça, je dépends de quelqu'un pour asseoir ma sécurité, ce qui est quand même embêtant. Donc ici, pourquoi pas, mais à condition de construire aussi une sécurité à l'intérieur, de trouver des appuis à l'intérieur de soi. Ça va être tout le travail de thérapie qu'on fait. Hein. À la fois, je peux fonctionner avec quelqu'un, être soutenu par quelqu'un, s'il est soutenant, m'appuyer sur lui, etc. Mais il n'est pas garant totalement de ma propre sécurité, sinon je suis vraiment embêtée là pour le coup. Parce que dès que l'autre ne donne plus le soutien attendu, je suis mal. Je fais quoi? Je m'agrippe. Voilà, donc ça c'est la dépendance. Et la deuxième question étant sur les sites, là aussi je donnerai une conférence sur le thème de l'art de séduire, les stratégies pour séduire, etc. Moi je trouve que c'est très bien, tous les outils sont formidables, ce ne sont que des outils. Les sites, c'est un outil ou une stratégie parmi tant d'autres pour rencontrer, mais une stratégie, un moyen n'est pas une finalité. Voilà, on en fait ce qu'on en fait, on l'utilise pas. Bon, il y a le côté un peu fun de l'époque, panier, clac, hop là, on consomme rapidement, on met au panier, on met dans le panier, crac, on achète, on consomme. Mais c'est un moyen, je veux dire, après, voilà, est-ce que c'est mieux de rencontrer quelqu'un dans une conférence ce soir, ou de rencontrer sur site, ou de rencontrer, je sais pas quoi, dans un bal, ou au boulot, ou je sais pas où, je sais rien. C'est ce qu'on en fait, c'est pas tellement la situation en elle-même, c'est pas la stratégie qui est à interroger, c'est qu'est-ce que j'en fais moi, et quelle est ma représentation par rapport à la stratégie, tu vois. Voilà, pas plus. Donc j'ai pas plus d'avis que ça, je trouve que c'est un moyen parmi tant d'autres. Si ça peut aider, tant mieux. Si c'est pour faire souffrir, laisse tomber, utilise pas les sites, fais autre chose quand même. Voilà. Mais quand même, de manière inéluctable, il y a de toute façon à travailler avant de faire n'importe quel couple, de travailler sur sa solitude. C'est-à-dire, je vais passer d'une solitude vide, panique, à une solitude pleine, une solitude qui est agréable. Sinon, je pars vraiment en étant bourré de ce qu'on appelle être mendiant, quoi. Bourré d'attente, là, j'attends trop de la relation. Donc, je ne vais pas y trouver mon compte, je vais me faire du mal. Bon, voilà. Ah, c'est bien. Donc, super, on va pouvoir clôturer à l'heure même. Merci de m'avoir écouté. Alors après, parce que j'anime pas mal de choses, la prochaine conférence, elle est ici dans un mois, sur les frontières et les limites dans le couple, liberté, frontières et limites dans le couple. Après demain, je donne c'est quoi demain? Non, on est vendredi? Non, demain, samedi, dimanche, je co-anime un atelier avec Yves-Marie sur le tantra. Il nous manque une femme d'ailleurs, donc si vous voulez vous joindre à nous ou d'autres personnes, on peut encore en prendre. J'anime aussi, je vais animer des ateliers sur la relation amoureuse, sur la relation en général, tout bientôt. Qu'est-ce que je fais encore? Pas mal de choses. Vous allez sur mon site c'est avec mon nom, c'est pas compliqué, vous faites mon nom, Véronique Cohn sur Google, et vous trouvez toutes mes Cohn KOHN, voilà. Et vous tombez sur mon site en faisant mon nom, et vous trouvez toutes mes interventions, toutes les dates, je le mets à jour, les dates de mes interventions, les conférences, les ateliers, les stages, voilà, tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, c'est toujours sur mon site, avec des articles que j'essaye qui sont associés à chaque conférence à un article qui correspond, et une vidéo que je mets sur YouTube, sur ma chaîne, chaîne Véronique Cohn YouTube, et vous tombez sur les vidéos qui sont enregistrées de toutes les conférences, parce que le thème de la dépendance, je l'avais déjà traité sur une autre conférence. Voilà. Donc, merci à vous, et puis à tout bientôt sur une prochaine rencontre.